Maman m'a appelé en larmes. Ton père est dans un hôtel en ce moment avec sa maîtresse. Tu dois m'aider à les prendre sur le fait. Mais quand nous avons fait irruption dans la chambre, mon père s'est effondré de panique, et ma mâchoire s'est décrochée en voyant que la maîtresse n'était autre que ma femme. Ma vengeance a été immédiate. On ne s'attend jamais à voir son monde s'écrouler avant le déjeuner. C'était un samedi tranquille. Je remplissais la mangeoire à oiseaux dans le jardin, en me demandant si j'allais faire un barbecue plus tard, quand mon téléphone a sonné. Maman pleurait, paniquée, il recommence, sanglotait-elle. Il est dans un hôtel en ce moment avec elle. J'ai vu la dépense sur notre carte commune. S'il te plaît, mon chéri, je ne peux pas y aller seul. Mon père, marié à ma mère depuis 37 ans. L'homme que j'ai passé mon temps à défendre, même quand je n'aurais pas dû. Il avait déjà fauté une fois, 10 ans plus tôt. Un soi-disant accident. Une crise de la quarantaine. Mais ça, ce n'était pas une erreur. C'était une récidive. Et ma mère, elle, était en train de se briser. Envoie-moi l'adresse, et je dis. Je conduis. 27 minutes plus tard, nous étions devant un hôtel moyenne gamme, à la périphérie de la ville. Pas glamour, pas tape à l'œil, juste assez discret pour disparaître. Maman m'attendait déjà sur le parking. Ses mains tremblaient, serrant son sac comme si c'était une armure. Je suivis l'indication GPS. Chambre 312, murmura-t-elle. Je hochai la tête. Mon estomac était une boule d'acier. Mes mains glacées. Tu es sûr de vouloir ça? Lui demandai-je. Elle essuya ses larmes. Je dois le voir. Alors nous avons marché. Ascenseur. 3e étage. Couloir interminable. Chaque pas traînait mon cœur derrière lui. Je frappai une fois, puis plus fort. Des bruits étouffés à l'intérieur. Une voix. La porte s'ouvrit. Mon père était là, torse nu, livide, figé dans la panique. Qu'est-ce que vous faites là? Balbutia-t-il. Mais je ne le regardais pas lui, parce que derrière lui, assise au bord du lit d'hôtel, portant sa robe rouge que je préférais, il y avait ma femme, Émilie. Ses cheveux en bataille, son rouge à lèvres bavé, le visage rougi. Et quand nos yeux se sont croisés, elle a juste écarquillé les yeux, haletant, avant de tirer la couverture sur ses jambes. Je n'ai rien dit, pas au début. Je me suis simplement tourné vers ma mère, qui n'avait pas encore vu de qui il s'agissait. Et je l'ai senti s'effondrer contre moi quand elle a réalisé que la maîtresse, c'était ma propre femme. Je n'ai frappé personne. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté debout, à regarder 2 personnes que j'aimais se détruire devant moi. Maman était à genoux, sanglotant, répétant non, 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 comme si ça pouvait effacer la scène. Émilie n'a rien dit. Elle serrait juste plus fort le drap, comme s'il pouvait la protéger de la vérité. Mon père a essayé de parler, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai levé un doigt. Je ne veux pas. Ma voix était glaciale. Pas de rage, pas de supplication. Juste un ton qui l'a fait se taire instantanément. Puis je me suis tourné vers ma femme. Tu avais emporté cette robe rouge le week-end dernier pour ton brunch entre filles, tu te souviens? Elle a cligné des yeux, mais n'a rien dit. Alors j'ai aidé ma mère à se relever. Elle tremblait tellement que je dus la soutenir comme une enfant. On s'en va, et je dis. Et alors que nous sortions, j'ai entendu mon père murmurer à Émilie, tu m'avais dit qu'il ne viendrait pas. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Maman non plus. Nous sommes restés assis chez moi, dans le silence, la télé allumée mais muette. Elle, la main serrant une tasse de thé jamais bu. Elle avait perdu son mari. J'avais perdu ma femme. Mais plus encore, nous avions été humiliés ensemble, trahis par les 2 personnes censées nous aimer le plus. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Plus de silence. Plus de pourquoi. Très bien. Qu'ils assument ce que leur choix signifiait réellement. Parce qu'une trahison n'est pas seulement une blessure émotionnelle. C'est aussi une opportunité, si on est assez impitoyable pour l'exploiter. Certaines personnes réagissent à la trahison avec de la rage. Moi, j'ai réagi avec un tableur Excel. Étape 1. Inventorier les dégâts. Pendant qu'Émilie restait silencieuse et que mon père se cachait, moi je travaillais. Je n'ai pas répondu au texto d'Émilie. Je n'ai pas rappelé, pas même quand elle m'a envoyé une photo de notre album de mariage avec la légende « On peut parler avant qu'on perde tout ». Non, Émilie, tu l'as déjà jeté à la poubelle. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est rassembler toutes les preuves numériques, capture d'écran de son activité téléphonique grâce à la synchronisation iCloud, relevé bancaire, reçu de voyage, sauvegarde de ses SMS supprimés. Oui, elle avait été assez stupide pour continuer à utiliser notre identifiant Apple commun. Ce que j'ai construit, ce n'était pas un dossier pour un chagrin d'amour. C'était un dossier pour un anéantissement total. Parce que ce que j'ai découvert dans ces messages, il se voyait depuis des mois dans ma propre maison pendant mes déplacements professionnels. Elle avait même acheté une montre connectée à mon père pour son anniversaire. Payée, avec notre compte joint. J'ai appelé notre avocat de famille, Vincent. Un homme discret qui s'occupait d'ordinaire de contrats commerciaux et de transactions immobilières. Mais Vincent avait autrefois été avocat spécialisé en divorce. Un redoutable. Quand je lui ai expliqué la situation et posé devant lui le dossier intitulé Exhibita, infidélité et abus de fonds, il a cligné une fois des yeux et a dit simplement « On va les dévorer vivants ». Nous avons déposé la demande de divorce dès le lendemain matin. Dans la requête, adultère avec preuve, utilisation frauduleuse des fonds du ménage, détresse émotionnelle, avec, en prime, une déclaration signée par ma mère. Vincent a également rédigé une ordonnance de cessation interdisant à Émilie de remettre les pieds sur ma propriété. Elle l'a découverte quand elle a été officiellement notifiée, chez son nouveau petit ami, mon père. Pendant que Vincent s'occupait de l'artillerie légale, je m'attaquais au front social. J'ai contacté le conseil de l'église de mon père. Lui, l'ancien respecté. Je leur ai transmis le rapport de l'incident de l'hôtel. Pas de commentaires, pas de discours. Juste
la vérité brute. J'ai appelé son club de golf. Son adhésion a été mise en révision pour violation du code de conduite. J'ai même joint un vieil ami militaire à lui, qui dirige une association de vétérans. Une seule conversation plus tard, son discours prévu pour le Mémorial Day était annulé. Pas de scandale, pas de cris. Juste une lente et méthodique érosion de l'image qu'ils essayaient de préserver. Ils voulaient de la passion. Je leur ai offert des conséquences. Je n'ai pas eu longtemps à attendre pour voir les fissures se répandre dans leurs petites bulles empoisonnées. Parce que quand deux serpents vivent ensemble, il arrive toujours un moment où l'un mord l'autre. Émilie a craqué la première. Tout a commencé par des textos. Je suis désolé. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'était pas par amour. C'était une erreur. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Puis sont venus les appels. Bloqués. Ensuite, ce fut sa mère qui me contacta. Une femme qui ne m'avait jamais porté dans son cœur. Elle ne va pas bien, Mathé, elle dit. Elle vit dans un motel. Ton père est froid avec elle depuis que tu les as démasqués. Ah, vraiment? L'homme qui couche avec la femme de son fils ne ferait pas un bon mari? Quelle surprise! Émilie a vite compris ce que je savais déjà. Mon père n'avait jamais voulu d'une relation. Il voulait de la rébellion, du frisson, du contrôle. Mais désormais, elle n'était plus qu'une femme qui lui avait coûté sa réputation, son mariage, et bientôt une bonne partie de ses économies. Parce que c'est à ce moment-là que les assignations au tribunal sont arrivées. Elle avait été officiellement notifiée, procédure de divorce avec des preuves accablantes d'infidélité et de détournement de fonds du ménage. Et elle n'avait aucune idée de la manière dont j'avais obtenu les captures d'écran la montrant en train d'acheter de la lingerie de luxe, sur mon compte Amazon. Spoiler, elle n'avait jamais changé ses identifiants. 3 jours après que j'ai envoyé le rapport de l'incident de l'hôtel au conseil de son église, il a démissionné de lui-même. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Son cercle habituel de copains de poker est soudainement devenu trop occupé. Son réseau caritatif a commencé à filtrer ses appels et à le renvoyer vers la messagerie. Et son travail, l'entreprise familiale que j'avais moi-même contribué à moderniser, était désormais sous pression. Car lorsque les fournisseurs ont appris le scandale, les contrats se sont mis à traîner. Ma mère, de son côté, avait engagé une procédure de séparation. Son avocat, Vincent, ce n'était pas manuscrit. Ce n'était pas un torrent d'émotions. Juste un email d'une page. De la part d'Émilie. J'ai fait une erreur. J'ai tout perdu. J'étais confuse, et j'ai laissé la mauvaise personne me convaincre que tu ne m'aimais plus. Je ne demande pas pardon. Juste de la compréhension. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. Je l'ai lu une fois, puis supprimé. On n'obtient pas de compréhension quand on traite son mari et son beau-père comme des pions dans la même partie d'échecs. On obtient du silence. Et des conséquences. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. La mienne a été livrée par coursier. Ce qu'Émilie et mon père avaient oublié, c'est que j'étais celui qui tenait les comptes. Pour l'entreprise de mon père. Pour notre foyer. Pour tout. Je savais où se trouvaient les actifs. Je connaissais les squelettes cachés. Chaque mot de passe. Chaque murmure offshore. Chaque ligne de crédit qu'il croyait intouchable. Alors, avec l'aide de Vincent, mon désormais requin juridique à plein régime, j'ai lancé un processus appelé dissolution judiciaire avec enquête financière. C'est simple, vraiment. Nous avons découvert des irrégularités financières communes. Nous avons relié les dépenses personnelles d'Émilie pendant son aventure à une fraude conjugale. Nous avons lié les dépenses de l'entreprise de mon père à des paiements dissimulés effectués via des comptes fournisseurs, le tout désormais sous assignation. Conséquence. 2 choses. 1. Mon divorce allait se régler largement à mon avantage. 2. L'entreprise de mon père était désormais exposée à une enquête civile pour fraude. Une semaine plus tard, mon père a reçu un avis. Il était poursuivi pour manquement à ses obligations fiduciaires par l'un de ses investisseurs minoritaires. Cet investisseur avait, par hasard, reçu le dossier de preuves que je lui avais envoyé anonymement. Cet investisseur, un client à moi, m'a appelé après avoir déposé plainte. Jamais je n'aurais cru dire ça, mais ta vengeance est meilleure que mes procès. On va boire un verre quand tout ça sera fini. Mon père, il se vidait de son argent. Réputation en lambeaux. Entreprise en train de s'effondrer. Et Émilie, elle était citée comme co-conspiratrice dans les procédures civiles pour détournement de fonds. 2 mois après le début de toute cette histoire, je les ai croisés au supermarché. Oui, ensemble. Ils avaient l'air usés, vieillis, hantés. Mon père a tendu la main le premier. Il faut qu'on parle, fiston. Ça va trop loin. Je l'ai coupé net. Non, papa, ça n'est allé que juste assez loin. Émilie a murmuré, presque inaudible, s'il te plaît. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. J'ai souri. Ça n'a pas fini comme ça, Émilie. Ça s'est terminé au moment où vous avez cru que j'étais trop stupide pour découvrir la vérité. Puis j'ai tourné les talons. La vengeance ne rugit pas toujours. Parfois, elle se contente de regarder. Regardez ceux qui ont voulu vous brûler, debout dans les cendres de leur propre incendie. 6 mois plus tard, je vis ailleurs. Nouvelle ville. Appartement tranquille. Suffisamment simple, mais que je peux largement me permettre. Je ne me retourne plus. Je n'attends plus d'excuses. Je ne regarde plus si j'ai des appels manqués. Ils ont perdu le droit de me joindre le jour où ils m'ont fait disparaître de ma propre vie. Son entreprise a coulé. Un accord judiciaire a englouti la majeure partie de son fonds de retraite. Aujourd'hui, il loue un petit condo et fait du bénévolat dans un centre local d'anciens combattants. On raconte même que les hommes là-bas évitent de s'asseoir trop près de lui. Il a essayé d'appeler 2 fois. J'ai laissé sonner. On ne devient pas un père seulement quand ça nous arrange. Elle a déposé le bilan. Sa réputation a été réduite en cendres.
ses amitiés éparpillées comme de la poussière. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle venait d'un ami commun, elle est retournée vivre chez sa sœur. J'aimerais dire que je ressens de la peine pour elle, mais le regret est un luxe que l'on réserve à ceux qui ont commis une erreur. Ce qu'elle a fait, elle l'a décidé. Les gens pensent que le pire dans une trahison, c'est le moment où elle se produit. Faux. Le pire, c'est la version de vous-même qui meurt avec elle. L'homme qui faisait trop facilement confiance. Celui qui pardonnait trop vite. Celui qui aimait trop aveuglément. Il ne revient jamais. Mais la version qui le remplace. Elle est blindée, froide et incroyablement calculatrice. Si quelqu'un essaie de détruire votre vie, ne criez pas. Ne suppliez pas. Ne vous brisez pas, écoutez. Apprenez. Documentez. Puis, quand ils s'y attendent le moins, tirez la bonne ficelle et regardez leur vie soigneusement construite s'effondrer. Comme le château de cartes qu'elle a toujours été. Parce que la vengeance, ce n'est pas les détruire, c'est vous reconstruire, en silence, en puissance, et selon vos propres termes. Était-ce la vengeance la plus brutale que vous ayez jamais lue, ou la plus justifiée? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà été trahi par votre famille et par l'amour en même temps? Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.